On est à la fin des années 70, à Chicago. Dans une banlieue aisée, vit un dénommé John Wayne Gacy. Sauf que ce John Wayne, là, lui, ne tuait pas que des Indiens, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, un brave type en réalité que ce cher John. En effet, marié 2 fois et papa de 2 enfants, Gacy mène une vie d'homme actif apparemment équilibrée. Il s'implique dans des projets bénévoles auprès de la ville, il participe aux activités communautaires et n'est jamais le dernier à donner un coup de main à son voisin ou à toute personne demandant son aide. John, voyez-vous, avait la réputation d'avoir le cœur sur la main, d'être généreux, amical et travailleur. Le mec va même jusqu'à se déguiser en clown pour amuser les gamins malades dans les hôpitaux. Ce qui fait quand même un peu froid dans le dos quand on y pense. Bon, rétrospectivement, c'est sûr qu'il vaut mieux en rire, mais ça c'est facile de le dire maintenant. À l'époque, malgré quelques problèmes avec sa chair et tendre, tout va comme sur des roulettes pour notre ami le clown. Et personne ne se doute que sous son nez rouge se cache un terrible tueur en série. Nous sommes en 1978 et l'atmosphère est pesante à Chicago. Depuis des mois et des mois, de jeunes adolescents disparaissent sans laisser de traces. Le 11 décembre de cette même année, pour être précis, un jeune de 15 ans répondant au nom de Robert Piest disparaît en rentrant de la pharmacie où il travaillait. Le détective chargé de cette disparition apprend que Robert avait rendez-vous avec un certain John Gacy. En vérifiant le casier judiciaire de Gacy, le policier tombe raide. En effet, 10 ans plus tôt, Gacy a purgé une longue peine de prison pour viol sur mineur. Des garçons, jeunes. Le dossier parle de fellation forcée, de violences sexuelles, de séances SM. Bref, que du bonheur. Commissariat, Gacy est parfaitement à l'aise. Il la joue cool avec les flics, rappelle qu'il a le bras long, qu'il est bénévole au Parti démocrate et qu'il est juste un brave type, quoi. Et si, je vous le dis, j'ai rien fait, les gars. Oh, mais c'est pas moi qui a fait ça! Mais non, c'est pas moi! Mais non, j'étais pas là, moi! Et pendant qu'il la joue copain-copain avec nos amis en uniforme, le lieutenant Joseph Kosenchak, chargé de la disparition du jeune Robert, obtient un mandat pour rentrer chez Gacy. Et pendant que ses collègues le cuisinent, Kosenchak fouille son pavillon, convaincu d'y trouver le gamin disparu. Le seul problème, c'est qu'aucune trace du môme. Par contre, on retrouve des menottes, de faux badges de policiers, un couteau, une bague avec les initiales JAS et une arme à feu. Du Valium, des seringues, du chloroforme, une corde en nylon et un tapis souillé par ce qui semblait être du sang. Le temps de faire analyser les éléments découverts, les policiers sont obligés de libérer Gacy. Placé sous haute surveillance, en liberté mais constamment surveillé, le gentil clown fait bonne figure. Il pose des guirlandes de Noël comme d'habitude, aide ses voisins à déneiger leurs allées et va même jusqu'à payer un déjeuner au restaurant aux flics qu'il surveille. Il leur dira au cours du repas « Vous savez, les clowns peuvent s'en tirer, même avec des meurtres. » Finalement, les policiers finissent par arrêter Gacy le 21 décembre pour vente de marijuana dans une station-service. Non, sérieux, vente de marijuana. Et devait être sérieusement costaud, ça bœuf au gazier. Je dis, c'est ça que vous appelez un joint? Oh, tu pourras me faire fumer autant de branches de tilleul que tu voudras. Du coup, Gacy arrêté, on fouille la baraque de fond en comble. Sous pression, il s'effondre enfin et avoue avoir enterré un ancien amant sous le sol de son garage, jurant ses grands dieux qu'il s'agissait de légitime défense. Pourquoi pas? Sauf que dans le vide sanitaire, les policiers vont trouver un peu plus que ça. Après avoir pompé une mare d'eau infecte, l'un des techniciens réalise qu'il a littéralement les pieds dans l'adipocire. C'est la matière produite par la décomposition des chairs. Sympa, non? Il se penche et sort un bras humain, trop décomposé pour être celui du dernier gamin disparu moins d'une dizaine de jours plus tôt. Et, se retournant vers ses collègues, lâche. « Eh les gars, je crois que cet endroit est rempli de gamins. » Les enquêteurs trouveront 26 corps dans le vide sanitaire, soigneusement positionnés pour occuper l'espace de façon optimale. N'ayant plus de place, il en enterra 4 autres dans son jardin et en jettera 3 autres dans une rivière de la région. Soit un total de 33 victimes. Putain d'enfoiré de fils de pute! Pour justifier ses meurtres, il expliqua qu'un certain Jack s'emparait de son esprit et qu'il n'était plus conscient de ce qu'il faisait. Bad Jack, comme il l'appelait. Ses avocats plaidèrent donc la folie, et ce faisant espéraient bien lui sauver la tête. Mais après 5 semaines de procès et moins de 2 heures de délibération, les experts s'accordèrent à dire que Gacy n'était pas plus fou que vous et moi, et qu'il était parfaitement responsable de ses actes. Le 13 mars 1980, il fut condamné à la peine capitale, et resta 14 ans dans le couloir de la mort avant d'être exécuté par injection le 10 mai 1994. On ne peut pas dire, comme beaucoup d'autres tueurs en série, que Gacy eut une enfance très difficile. Ok, son père était alcoolique, parfois violent et se moquait régulièrement de lui en le traitant le plus souvent de tapette.
D'accord, mais est-ce que ça peut justifier le fait de massacrer, de torturer des adolescents et de les enterrer dans sa cave? Je vous laisse réfléchir. Non, moi aussi je ne pense pas. Gacy, comme la grande majorité des serial killers, était narcissique, manipulateur et menteur pathologique. Il se considérait et se décrivait non pas comme un homosexuel mais comme un bisexuel. Le psychiatre Arthur Hartman, qui lui fit passer des tests, le décrivait comme ceci. Il est très égocentrique et narcissique et possède une orientation typiquement antisociale. Il a une personnalité psychopathe avec une déviance sexuelle et une personnalité hystérique, ainsi que des éléments de personnalité compulsive et paranoïaque. Donc voilà pour ce premier reportage. Il est difficile d'expliquer pourquoi notre ami en est arrivé là, pour la simple et bonne raison qu'il a eu une enfance relativement normale. Il est issu d'une famille de 3 enfants, il est le dernier, il a 2 sœurs aînées, et sa mère l'adorait, il était désiré. C'était le seul petit bonhomme de la famille. Il était donc un peu chouchouté par sa maman. Si on doit trouver un problème, on doit sans doute chercher du côté du père, qui lui était un alcoolique notoire et qui avait tendance à humilier et à se moquer régulièrement de John, sachant que ce dernier avait des problèmes qui ont été décelés relativement tardivement. Une malformation, le fait qu'il empêchait de pratiquer des activités physiques normales pour un garçon de son âge. Résultat, John, effectivement, grandit un petit peu dans l'ombre de son père et est protégé par sa mère. Donc s'il doit y avoir une fêlure, entre guillemets, et qu'on doit la trouver quelque part, forcément, il faut chercher de ce côté, je pense. Voilà, sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur lui, si ce n'est qu'il a une vie tout ce qu'il y a de plus normal. À noter, comme petite anecdote, qu'en attendant son exécution, en prison, il s'amusa à peindre des clowns qu'il vendra aux enchères même, d'où la morbidité du personnage, et qui ira jusqu'à se marier en prison et à trouver une troisième femme. L'image du tueur en série qui reçoit des lettres d'admiratrices, ce n'est pas qu'une image, il n'y a pas de fumée sans feu, donc voilà. Donc pour toutes ces raisons, John Wayne Gacy reste quand même un tueur emblématique, je le redis, et qui a marqué profondément l'Amérique des années 80. Voilà, sur ce, j'espère que ce premier reportage vous aura plu. Si vous avez trouvé ça sympa, eh ben, ce serait gentil de votre part de mettre un like, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous avez envie de voir le prochain reportage, je vous invite à vous abonner. Et voilà. Pour finir, juste, je tiens à rajouter que c'est un reportage qui concerne un tueur en série américain, mais qu'il y en aura bien entendu d'autres, sur des tueurs en série français et d'autres nationalités. Voilà. Je n'ai pas de raison particulière de choisir un tueur en série plutôt qu'un autre. Bon, pour le premier reportage, je souhaitais quand même prendre un tueur en série relativement connu et un tueur en série qui a marqué, entre guillemets, son temps et son époque. Voilà, sur ce, bye bye et surtout méfiez-vous de qui vous croisez. Ciao, ciao.